On démarre tranquillement. Pierre, bah, moi je te connais bien, on se connaît bien, mais est-ce que tu peux quand même te présenter un petit peu pour ceux qui te connaissent peut-être pas? Ouais, carrément. Bah, du coup, je suis développeur indépendant depuis 2010 maintenant. Euh, j'ai commencé quand j'étais pendant mes études à faire un auto-entrepreneur, à faire des petites missions, voilà, à droite à gauche. Et après, j'ai essayé de monter une startup dans le milieu de la musique. Et puis en 2016, j'ai monté une vraie boîte, entre guillemets, pour bosser autre qu'auto-entrepreneur, surtout qu'à l'époque, il n'y avait pas le plafond double qu'il y a maintenant. Et donc, voilà. Et donc, depuis maintenant, j'interviens surtout enfin, je me spécialise surtout dans les sujets liés à l'architecture logicielle, enfin, ou de façon plus globale, en gros, comment développer de meilleurs logiciels plus rapidement. Donc, ça englobe plein de choses, hein. Ça englobe tout ce dont tu parles côté produit, évidemment. Et ça englobe aussi tout ce qui est excellence technique, avec des pratiques liées notamment à l'architecture, au code en général, etc. Et donc, voilà, j'interviens plutôt. Enfin, alors, ça dépend back-end, front-end, ça dépend. Mais sinon, un peu sur toute la stack. D'accord, ouais, hyper intéressant. Et donc là, ouais, ce que je comprends, c'est que là, tu développes beaucoup, du coup, toujours, j'imagine, tu mets toujours les mains dans le cambouis. Et j'ai l'impression que tu Ouais. as aussi des activités pour apprendre à bien coder, pour aider d'autres à bien coder, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais, depuis décembre, je crois, fin décembre, je sais plus quand exactement en décembre, j'ai ouvert le cursus Craft Academy, où en gros, c'est un cursus en plusieurs modules, donc qui est focalisé technique, là, pour le coup, même s'il y a du produit, forcément, parce que c'est intrinsèquement lié, euh, pour apprendre, voilà, à développer de meilleurs logiciels plus rapidement. Et donc, bah, j'y parle d'architecture, de TDD, comme tu as pu déjà parler dans certains postes, ce genre de choses. Et donc, voilà, c'est cool. Je fais ça là depuis décembre. Depuis décembre, du coup, j'ai pas spécialement de mission en cours, autre que des petits trucs à droite à gauche comme ça où je peux aider, mais ça, c'est à titre gratuit. Parce que je voulais vraiment me concentrer sur le cursus. Et là, je commence à être un peu léger en trésor, donc je vais peut-être reprendre une petite mission. Je suis en train de voir ça, mais tout en continuant le cursus, bien sûr. Et je poste sur LinkedIn depuis, je sais plus, depuis à peu près un peu plus de 2 ans, peut-être, Ouais, je crois à peu près, hein. Moi, à peu de près. mémoire, il y a peut-être Michael qui avait commencé avant toi, mais alors lui, plus en 2016-2017. Ouais, lui, ça fait longtemps, ouais. Mais toi, je t'ai vu aussi assez tôt, en fait. Enfin, en fait, c'est un truc intéressant, c'est que j'ai eu beaucoup de développeurs très experts, de profils techniques très experts qui ont commencé à poster pas mal, alors qu'en fait, côté profil fonctionnel, product, on était un peu moins. Ce qui était Exactement. intéressant parce que, euh, voilà, je vous ai mis un petit peu ouais, je vous ai mis du coup en commentaire, du coup, toutes les infos pour suivre Pierre et puis pour suivre éventuellement Top, celui merci. aussi. Mais ouais, franchement, bah, ouais, j'aime beaucoup ce que tu fais, j'aime beaucoup ce que tu écris. Je trouve que un des grands mérites que tu as, c'est que même moi qui suis pas techos, tu vois, enfin, qui suis pas développeur, Mm. qui ai deux, trois notions, en fait, j'arrive à peu près à comprendre des éléments, des concepts grâce à ta lecture. Notamment, j'avais beaucoup aimé une newsletter que tu avais faite sur le refactoring, où tu Ouais, expliques un petit peu un cours que tu avais suivi. Euh, alors, pour le factoring, on va avec Michael comprendre un peu. Peters, ouais. Exactement, voilà. Outfactoring, c'est en fait, tu changes la structure interne du code sans changer son fonctionnement. Donc, en fait, le fonctionnel ne bouge pas. Juste, bah, tu cleans un peu les choses d'un point de vue tech. Et donc, il y a un bouquin hyper connu qui s'appelle Working Effectively with Legacy Code de Michael Feathers et il explique un petit peu comment tu refactores. Et donc, Exactement. voilà. Et du coup, tu avais hyper bien vulgarisé ça parce que, bon, concrètement, le bouquin, moi, j'avais eu du mal à l'avaler. Donc, ouais, super cool. Est-ce que, ouais, du coup, enfin, comment ça t'est venu du coup de partager un peu sur LinkedIn? Est-ce que c'est un truc qui était très business au début parce que c'était utile pour trouver des clients ou est-ce que c'était une envie que tu avais plus profonde? En vrai, depuis très, très tôt, très jeune, j'ai toujours voulu être un peu, comment dire, reconnu par mes pairs, entre guillemets, dans le milieu et devenir, pourquoi pas, même un speaker, entre guillemets, reconnu mondialement. Enfin, bon, ça, c'est les petits rêves que tu as quand t'es plus jeune. Et en fait, à mesure que je me suis spécialisé dans tout ce qui a trait justement à l'architecture donc logicielle, hein, et ben, petit à petit, dans mes missions, on me disait, ouais, toi, tu as vraiment le profil expert dans un truc. Enfin, tu connais plein de trucs, mais c'est un peu le profil hanté. Ouais, Euh, voilà. Et en fait, j'ai toujours aimé partager. Pour la petite anecdote, à l'époque du site du zéro, donc pour ceux qui connaissent, c'était un site où on apprenait tous à coder il y a 15-20 ans, enfin 15 ans. Ouais, 15-20 ans même, en fait, ça date. Puisque j'ai appris dessus quand j'avais 10-11 ans, donc ouais, il y a plus de 20 ans. Et,
Et du coup, à l'époque, moi, j'ai vraiment découvert la joie de programmer, de développer et de montrer du coup aux autres ce que c'est, parce que c'est ça finalement la finalité du code, c'est quand même que les gens aient quelque chose entre les mains de concret, voilà. Et du coup, moi, j'étais avec ma calculette, ma vieille Casio Graph 35 Plus, où j'ai appris à coder dessus. Et j'étais un vrai nerd de ouf sur cette calculette, je l'avais dans tous les cours. Et en fait, j'ai appris plus tard que les mecs qui développaient sur calculette, majoritairement, ils développent sur ordi et après ils mettent enfin, tu sais, ils écrivent le code sur l'ordi et ensuite ils mettent le code sur la calculette. Et voilà. Et en fait, bah, moi, j'ai toujours directement calculé sur la calculette. Donc, tu avais plein de touches, des raccourcis, tu vois. Et du coup, j'étais un énorme geek sur la calculette. Je connaissais tout par cœur. Et donc, on me voyait, j'étais à cette vitesse-là sur la calculette. Les gens se disaient, mais qu'est-ce qu'il fait? Euh, et bref, tout ça pour dire que j'avais fait du coup un cours sur le site du zéro à l'époque sur comment développer sur Calculette, qui avait eu pas mal de succès parce qu'il y avait eu à l'époque presque 800 000 vues, je crois, sur le cours au Ah ouais, total. impressionnant quand même. Donc voilà, donc c'était top. Donc j'ai toujours eu un peu ce côté pédagogue quand j'étais en école d'ingé. Donc moi j'ai fait un DUT. Aujourd'hui ça s'appelle le DUT MMI, le métier du multimédia et de l'Internet, je crois. À l'époque, ça s'appelait SRC, Services et Réseaux de Communication, donc un peu moins parlant. Donc j'ai fait ça pendant 2 ans, donc c'est un truc assez générique où il y a le web, il y a de la vidéo, il y a plein de trucs. Moi, j'étais plutôt sur le web, évidemment. Et après, j'ai enchaîné avec une école qui s'appelle l'IMAC, qui est la seule école d'ingénieurs en France public, dont le diplôme est reconnu par l'État, et qui allie art et code, en gros, enfin, et ingénierie. D'accord. Et donc, pareil, il y avait plein de trucs sur de la vidéo, sur du jeu vidéo, sur de la 3D, sur de la théorie des médias aussi, très intéressant. Enfin, bref, ce genre de trucs. Et il y avait aussi, du coup, évidemment, une partie développement, etc. Et du coup, comme moi, j'avais de l'avance sur certains de mes camarades en termes de connaissances, justement, liées à l'archi, etc., et ben, je faisais des petits cours comme ça que j'organisais dans la promo pour notamment à l'époque expliquer ce que c'était que le MVC, voilà, pour les plus techniques du chat. Enfin, voilà, tout ça pour dire que j'ai toujours eu un peu cette appétence au partage, vraiment. Et je trouve que c'est surtout une excellente façon finalement, comment dire, de partager. Enfin, partager ce que tu sais, c'est une excellente façon aussi d'apprendre au fur et à mesure, parce que, alors je sais plus à qui on attribue cette phrase, je me demande si c'est pas Einstein, mais ce qui se conçoit bien s'énonce clairement, un truc comme Je crois ça, que et c'est les mots pour le je crois que dire c'est viennent Montaigne. aisément. Je Je crois que sais c'est plus qui dit Montaigne. ça, mais Ouais, Montaigne. Enfin bref, mais ouais, quelqu'un d'assez je pense que intelligent. ça fait partie de ces citations qu'on attribue un peu, voilà. Mais bon, ouais, je sais pas qui s'attribuer, mais c'est vrai, en fait, parce que pour expliquer correctement quelque chose, il faut déjà l'avoir bien compris. Et souvent, il faut l'avoir compris fois 10 par rapport à l'explication que tu en donnes pour vraiment pouvoir ensuite répondre aux différents questions ou autres, quoi. Et donc, c'est comme ça que j'ai commencé, en fait, il y a 2 ans, à vraiment publier régulièrement et tout. Et j'avais déjà à l'époque en tête, si tu veux, l'idée que j'aimerais faire des formations, enfin, donner des Ouais. cours. Et je me suis dit, la première chose à faire, c'est de créer une communauté, créer des gens, voilà, partager le plus gratuitement et tout. Ça, c'est une leçon que j'ai retenue d'un mec avec qui j'étais en contact, Kevin DeWalt, qui s'appelait, je crois, en 2013, quand je voulais monter ma startup, qui avait une théorie qui était le helpful marketing. En gros, il disait, en fait, maintenant ça paraît la base, en fait, hein, mais il disait, il faut partager, en fait, de façon authentique et sincère un maximum de choses gratuitement. Parce que c'est comme ça que tu crées vraiment une relation de confiance avec les gens et qu'ensuite ils ont envie de creuser plus en profondeur et du coup de même te soutenir dans ce que tu fais en payant tes formations, tes cours, parce qu'ils y trouvent de la valeur. Ils savent déjà que tu livres de la valeur auprès d'eux. Et voilà. Et après, je t'avoue que depuis 2 ans, maintenant, j'ai réduit un peu le rythme parce que j'ai du mal à trouver de nouveaux angles voilà, Ouais. et j'admire beaucoup les gens comme toi là qui arrivent à publier tous les jours. Et puis même à un moment, tu étais complètement fada à publier 2 fois par jour. Là, je sais pas comment tu Ouais. faisais. J'ai fait Mais pendant 6 mois après, j'ai arrêté. perso, j'ai l'impression de tourner en rond au bout d'un moment et j'arrive plus à trouver de sujet de sujet. Donc voilà. Mais j'aimerais bien arriver à publier tous les jours. Mais j'ai Ah, c'est jamais eu impressionnant. vraiment une organisation. Tu vois, toi, je sais que tu as une organisation assez chiadée, un truc. Ouais. Moi, c'est vraiment un peu, je publie quand ça me vient, quoi. Tu vois, je suis dans le métro, oh putain, j'ai une idée, hop, bah, je publie, et puis voilà. Et Ouais, donc, mais je c'est suis un peu d'accord. à l'arrache. C'est vrai qu'en fait, moi, en fait, mais un peu comme toi, je trouve que le côté, moi, j'avais vraiment envie de donner un petit peu
pour aider les gens qui m'avaient aidé, parce que j'ai compris plein de choses grâce à Internet. Le site d'User, pour ceux qui connaissent pas ce nom-là, en fait, c'est ce qui est devenu maintenant Open Classroom. Et donc, Mm. Open Classroom, c'est quand même une base incroyable pour progresser sur plein de sujets, notamment tech, hein. Il y a tous les langages de programmation, vous pouvez les apprendre dessus, que ce soit du Python, Java, C++, tout ça. Et puis même d'autres sujets comme l'agile, le product management, donc ça, hyper utile. Et moi, c'est un peu un drive que j'avais, un motif, une motivation profonde que j'avais pour me lancer là-dedans. C'était un peu d'aider les autres, comment on m'avait aidé. Et donc, je vois très, très bien, enfin, je me reconnais beaucoup dans ce que tu dis. Et du coup, également, la partie formation, moi, je fais pas mal de formations pour des instituts aussi aujourd'hui, instituts de formation pour le product management. Et c'est hyper précieux, enfin, c'est hyper riche. En fait, tu apprends plein de choses. C'est hyper revigorant, tu vois, energizing, donc ça donne plein d'énergie de le faire. Mm. Et en plus, tu progresses beaucoup plus dans ce que tu fais. Donc voilà, moi j'aime Exactement, beaucoup ouais. ça. Et après, c'est vrai ce que tu dis, c'est dur de se renouveler quand tu postes très souvent. Moi, en fait, je suis un peu un fanat de la répétition. Enfin, enfin, je sais que la pédagogie, c'est de la répétition. J'adore, en fait, dire les choses en lesquelles je crois beaucoup, 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 marteler, Mhm. marteler, marteler. Donc, c'est pour ça que parfois, je me dis, bon, enfin, voilà, j'ai déjà dit d'une manière ou d'une autre ce truc-là, mais je me dis, c'est tellement important, il faut le dire. Et donc, du coup, c'est pour ça que j'arrive à pas tomber dans cet effet un peu de frustration, lassitude, même si je suis d'accord, hein, c'est difficile et pas facile. Enfin, Ouais, voilà. complètement. Et après aussi, sur LinkedIn, enfin, tu peux republier plusieurs fois le même contenu. Parce que enfin, moi, quand je vois que j'ai 20 000 abonnés, mais que des fois, j'ai des posts qui font 1000 ou 2000 vues, tu vois, Ouais, bien sûr, exactement. c'est que vraiment personne ne le voit. Donc, mais oui, c'est très juste. Après, il y a un piège qui vient avec, enfin, sauf si tu as une confiance en toi absolument sans faille, ce qui n'est pas mon cas. Euh, T'as toujours le syndrome de l'imposteur qui apparaît quand tu publies beaucoup. Et là, pour le coup, vraiment imposteur au sens propre, quoi. C'est-à-dire que tu peux être vu comme un expert par certaines personnes, etc., parce que tu publies beaucoup sur le sujet et tout. Et, et en fait, après, te dire que, ouais, mais attends, mais en fait, il y a des trucs que je sais en théorie, d'autres que j'ai vraiment en théorie et appliqué en pratique aussi. Mais en fonction des contextes et tout, peut-être que je me planterais, quoi. Voilà. Mm. Et, et en fait, moi, je trouve qu'une bonne façon d'arriver un peu à remédier à cette sensation, c'est d'accepter vraiment qu'on ne sait pas tout, quoi. Et c'est pour ça que moi, Ouais. j'affiche plutôt une posture normalement assez humble, généralement dans mes posts, et sans fausse modestie, hein, parce que ça, c'est un peu le contraire. Mais je veux dire, j'assume de dire que je peux me planter. Ça se trouve, aujourd'hui, je vais dire des conneries. Bah, c'est pas grave. Si quelqu'un voit que je dis une bêtise, bah, qu'il me le dise. Et puis, on rectifie. Ça permettra de rectifier pour tout le monde. Et puis, moi, peut-être que je ne savais pas que en fait, je disais une bêtise. Donc, ça m'apprendra des choses aussi. Donc, voilà. Et puis, surtout, ça dépend des contextes, ça dépend de plein de choses. Donc, il n'y a pas de vérité absolue. Et, mais voilà. Bah, du coup, alors, ouais, moi j'aime beaucoup cette approche de toute façon. Et aussi, ce que je voulais faire par cet échange-là qu'on a tous les deux, c'était un petit peu justement aller creuser du coup ce sujet de l'architecture. Parce que comme Ouais. tu l'as dit, ce qui se conçoit bien s'énonce clairement. Moi, j'ai l'impression quand même que pour le coup, c'est un truc que tu as dit, ça fait depuis 2010, donc ça fait quand même 13 ans. J'ai l'impression vraiment que tu maîtrises ça sur le bout des doigts. Et moi, j'aimerais bien qu'on en parle parce que je trouve que c'est un sujet qui est un peu underrated, comme on dit, enfin pas assez populaire, ou en tout cas auquel on n'attache pas assez d'importance aujourd'hui. Et je pense que aussi sur les profils un peu fonctionnels comme le mien, c'est-à-dire qui ne sont pas développeurs, qui ne vont pas créer de ligne d'école, qui ne sont pas techniques, en fait, souvent c'est un truc qui est un peu sous-estimé. Je trouve Ouais. ça assez dommage. Donc j'aimerais bien qu'on fasse un peu le tour. L'idée, hein, ça va pas être du tout de dire des choses trop compliquées, trop complexes, trop techniques. C'est plus de donner une compréhension un peu générale à tout le monde des grands enjeux du sujet. Donc j'aimerais bien qu'on fasse ça et je pense que ça apporte vraiment pas mal de valeur parce que comme tu le dis, enfin, on l'a pas dit, mais tu vois, LinkedIn, c'est une plateforme où on n'a pas forcément beaucoup de place pour s'étendre sur les Mhm. sujets. Et là, on a le temps et donc j'aimerais vraiment qu'on prenne ce temps-là, quoi. Donc du coup, on peut Complètement, ouais. commencer direct. Est-ce que tu peux me dire en fait, c'est quoi pour toi l'architecture? C'est quoi une bonne architecture? Est-ce que tu peux me le définir? Je sais pas si c'est possible, mais en tout cas, essayer de donner des éléments. Alors, je vais le dire avec mes propres mots, hein. Il y a probablement il y a probablement des définitions plus officielles. Mais en gros, pour moi, l'architecture donc, logicielle, c'est important de séparer les deux parce que parfois, quand on dit architecture, certains peuvent entendre infrastructure, ce qui n'est pas la même chose. Infrastructure, c'est tout ce qui est plus serveur, machin, etc. Euh, L'architecture logicielle, c'est en fait tout ce qui va permettre de soutenir un logiciel dans sa possibilité d'évolution et de maintenabilité et de modification. En gros, c'est tout ce qui va vraiment
et dans sa testabilité aussi, c'est très important. Une bonne architecture, c'est ça, c'est une architecture qui est testable, c'est-à-dire qu'on peut tester nous-mêmes dans le code les fonctionnalités du logiciel sans avoir nécessairement à ouvrir un navigateur web, par exemple, ou à lancer un serveur ou autre, ce genre de choses. Ça, c'est important. Il faut du coup, pour ça, qu'elle soit indépendante donc, de l'infrastructure dont je parlais juste avant, parce que si on décide de créer un mariage fort en fait, entre notre code et notre infrastructure comme la base de données, par exemple, etc., et ben, du coup, les fonctionnalités produits de notre projet vont être mariées à de l'infrastructure. Alors que clairement, on s'en tape, quoi. Enfin, on n'est pas, quand on est en train de dire je veux qu'il y ait une telle fonctionnalité dans mon app ou telle, là, on n'est pas en train de se dire ah oui, mais je peux pas parce qu'il y a tel serveur ou telle base de données, machin truc. Enfin bref. Donc une bonne architecture, c'est une architecture qui permet d'être découplée, donc décorrélée des problématiques d'infrastructure. Et un truc, alors juste peut-être pour clarifier, du coup, hein, l'infrastructure, ce que tu appelles l'infrastructure, ça va être par exemple le serveur, enfin, le Ouais. serveur ou le cloud sur lequel on va déployer notre Par application. exemple, ouais. Et même, on peut même l'étendre à l'interface utilisateur, tu vois, ça peut être vu comme de l'infrastructure de la même façon, quoi. Est-ce que Donc du coup, ça c'est, serait un peu ce qui n'est pas essentiel, enfin, ce qui ne contient pas des trucs purement essentiels pour le logiciel en tant que tel? en fait, si c'est essentiel parce que sinon le logiciel ne tourne pas. Mais c'est pas essentiel dans la définition fonctionnelle d'une feature, enfin, tu vois, de la valeur apportée. Mm. D'accord, très clair. C'est un détail d'implémentation, détail qui est nécessaire pour que l'application fonctionne, mais c'est un détail d'implémentation. Tu vois, l'utilisateur final, il s'en fout de comment c'est implémenté derrière, quoi. Donc, c'est en ça que c'est important. Et surtout, une bonne architecture, en fait, elle te permet de modifier des fonctionnalités de ton application sans que ça casse des fonctionnalités connexes qui n'ont a priori rien à voir, tu vois. Une bonne architecture, elle est quand même prévisible. Tu vois, ça te permet de savoir où tu dois implémenter telle ou telle fonctionnalité, où tu dois faire telle ou telle modification sans que ça casse 1000 trucs à côté. Ouais, enfin, moi, je me rappelle avoir bossé sur des projets à l'époque qui étaient pas, enfin, des logiciels qui n'étaient pas forcément, je pense, hyper bien architecturés. Et en fait, on appelait ça, nous, des régressions. Donc, on faisait des tests de non-régression qu'on appelait les TNR. Ouais. Et en fait, quand tu crées une fonctionnalité, tu la déployais, tu la poussais, en fait, en production aux utilisateurs. Tu avais peur que, je sais pas, ça allait toucher bah, la fonction de paiement et tu avais peur que ça casse bah, la fonction de login qui a complètement rien à voir. C'est un Mhm. peu ça, du coup, c'est réussir à bien enfin, du coup, découpler, donc séparer les composants pour qu'en fait, bah, les changements ils soient bien isolés, les bugs soient bien isolés. C'est ça, ouais. Et surtout, une bonne architecture, selon moi, elle est évolutive. C'est-à-dire que sa complexité évolue en même temps que la complexité du logiciel, avec toujours un petit degré d'avance sur la complexité de l'architecture, parce que justement, c'est censé permettre de rajouter de la complexité dans le logiciel le plus facilement. Quand je parle de complexité ici, je parle de complexité fonctionnelle, donc c'est-à-dire des besoins métiers, des nouvelles règles métiers, ce genre de choses. Ouais, Et pardon, je crois, excuse-moi. non, non, et j'allais dire, et surtout, en fait, c'est hyper important parce que absolument tous les projets qui existent ont une architecture logicielle. C'est obligatoire. Le problème, c'est que quand elle n'est pas choisie et déterminée en amont, eh ben, elle est subie, en fait. L'architecture logicielle, c'est celle qui finalement est née un peu comme ça, parce qu'on a fait les trucs un peu comme ça, et puis voilà, on a mis ça là, on a mis ça là, et du coup, on se retrouve avec quelque chose qui est complètement bancal et un peu hybride, qu'on ne maîtrise pas, et on subit totalement l'architecture. Et d'ailleurs, la, la très très grande majorité des projets qui n'arrivent pas à livrer de la valeur, à créer des nouvelles features, etc., c'est parce qu'ils sont bloqués par l'architecture. L'architecture ne leur permet pas facilement de le faire parce que c'est trop lié à l'infrastructure, parce que c'est trop le bordel dans le code et que les ingénieurs, ils n'arrivent pas à s'y retrouver. Et donc, du coup, c'est pour ça que c'est très, très, très important de prendre du temps au début pour mettre en place une architecture logicielle qui puisse permettre de soutenir les évolutions rapides de ton projet. Et quand je dis prendre du temps au début, c'est pas prendre des semaines, hein. Moi, on parle en jours, là, hein, même pas, hein. C'est vraiment définir des bases déjà entre les gens qui travaillent, comprendre si on est sur le même
sur la même longueur d'onde. Donc, comprendre quand on parle de qu'est-ce que l'architecture hexagonale, port et adapteur, qu'une architecture, il faut que ça résonne un peu aux oreilles des gens pour comprendre l'intérêt de ces architectures-là, leur simplicité finalement, en soi. La clean architecture apporte un peu plus de complexité, mais sinon, le reste, ça repose sur des principes assez simples. Et donc, il ne faut pas hésiter à mettre en place ça, parce que, en fait, trop souvent, les boîtes se retrouvent complètement couplées aux outils qu'elles utilisent en interne, genre des frameworks ou des trucs comme ça. Et tu te rends compte que les devs ne sont plus forcément des développeurs, mais deviennent juste des utilisateurs du framework, et ils ne savent pas concrètement, tu vois, ils vont penser framework first, quoi. Et, le problème, c'est que les frameworks, c'est dans leur intérêt, parce que c'est leur business model, que tu utilises tout le framework à fond. Ouais, peut-être du coup, pour préciser, hein, alors framework, hein, quand on parle de framework, c'est pas un framework comme on parle de Scrum ou Safe ou Kanban, qui sont des méthodos du coup agiles pour mettre en place de l'agile. Un framework, c'est alors je t'explique avec mes mots, Pierre, et du coup tu me corriges parce que Vas-y. c'est pas forcément vrai, mais en gros, on va avoir un langage, donc par exemple, je sais pas, JavaScript, et on va avoir des frameworks JavaScript qui vont être des sortes de fonctions un peu macro qui vont te permettre de mettre en place une fonctionnalité plus facilement. Parce que par exemple, je sais pas, il y a plein de gens qui ont toujours le même besoin de créer un type de bouton. Et en fait, tu vas avoir une sorte un framework qui va en fait te permettre facilement d'avoir des fonctions qui te permettent de créer ce type de bouton sans avoir à le recréer de zéro from scratch. Exactement. Et pour répondre à une question qui revient souvent là dans le chat, alors sans rentrer dans les détails techniques évidemment, mais comment une architecture logicielle peut être découplée de l'infrastructure. En fait, c'est un peu comme si on imaginait dans la vraie vie que, alors je ne sais pas si les mecs ils font ça comme ça, mais je prends un exemple un peu bidon, mais imaginons que je souhaite voir comment un appareil, je sais pas, un téléphone ou autre, réagit à une tension ou un ampérage, j'y connais rien, donc j'ai dit des mots comme ça, électrique. Donc pour ça, on doit brancher le téléphone sur un adapteur, enfin sur une prise secteur, quoi. Donc, mais mettons que tout ce qui est la prise secteur, ça va être donc l'infrastructure, ça va être donc tout ce qui est électricité, etc. Et mettons aussi maintenant que nous, en tant que développeurs, on veut pouvoir tester comment interagit notre téléphone quand il y a une intensité de 5. Je dis des trucs qui n'ont pas de sens pour un électricien, mais c'est pour l'exemple. Comment réagit notre téléphone quand il y a une intensité de 5? Comment réagit notre téléphone quand il y a une intensité de 10? Comment réagit notre téléphone quand il y a une intensité de 15, par exemple? Si on n'a pas une bonne architecture logicielle et qu'on est directement couplé on est marié avec le côté électrique, le côté prise électrique, on va être obligé de faire une bidouille une fois que la prise électrique est branchée, faire une bidouille avec un électricien à côté pour changer la tension ou l'ampérage, je ne sais quoi directement. C'est long, c'est pénible, c'est coûteux, c'est chiant. Alors que si on dissocie correctement l'architecture de l'infrastructure, oui, l'architecture logicielle d'infrastructure, on prend conscience que le téléphone, lui, il a juste besoin de savoir, OK, en entrée, je reçois 5, 10 ou 15, par exemple. Et que ce soit via de l'électricité ou autre chose, le téléphone s'en fiche, quoi. Donc, avec une architecture logicielle qui permet de définir que moi, je dis que le téléphone, il a besoin de recevoir 5, 10 ou 15. La façon dont il le reçoit, je m'en fiche. Ça nous permet, nous, en tant que développeurs, de construire un faux adapteur qui va avoir la même forme que l'embout du téléphone qu'on va brancher à la prise électrique. Sauf que cet adapteur-là, mettons qu'on va avoir un petit bouton dessus où on peut directement dire envoie l'information 5, envoie l'information 10, envoie l'information 15. Ça nous permet de tester ce qu'on veut tester sans être couplé à l'infrastructure. Mais évidemment, après, il faudra au moins un seul test pour vérifier que quand on branche réellement le téléphone à la prise électrique, ça fonctionne. Mais voilà, mais en gros, toute l'idée d'avoir une architecture testable découplée de l'infrastructure, c'est d'établir des contrats de communication avec l'extérieur. Donc ici, le contrat de communication, c'est je peux me brancher à une prise qui a telle forme et qui doit recevoir tel type d'input. Et nous, en tant que développeurs, après dire, OK, maintenant, vu que tu as ce contrat-là, moi, je vais te générer des adaptations, des adapteurs qui vont respecter ce contrat-là que tu me donnes. Comme ça, je vais pouvoir tester exactement comme je le veux, sans avoir à embarquer la vraie infrastructure. Ouais. C'est comme ça qu'on arrive à découpler l'architecture logicielle et donc l'aspect fonctionnel de l'aspect purement infrastructure.
Oui, parce qu'en fait, la partie justement infrastructure, enfin là, qui est représentée par l'électricité, c'est un truc qui est assez complexe et on n'a pas envie que cette complexité, elle transpire sur notre monde du coup de recharger le téléphone, qui a aussi sa complexité propre. En fait, on n'a pas envie que complexité fois complexité carrée. On a envie que les complexités, elles restent un peu isolées chacune dans leur monde. Et donc, on fait une sorte de séparation un peu clean entre les Tout à deux, une fait. sorte d'interface. Ok, ouais, très clair. Est-ce que du coup, ouais, en fait, ouais, je comprends en fait un petit peu. Donc, ce que tu dis, une bonne archi, hein, si je reprends un peu tes termes, en fait, il y a le côté vraiment, je pense, j'ai l'impression qu'il y a le mot découplage qui est très important. Ouais. Du coup, on veut en fait que. Enfin, moi, quand je l'explique en formation, l'architecture, je dis en fait, c'est un peu comme une maison. T'as pas envie que dans ta maison, ta cuisine soit dans ta salle de bain. Donc, en fait, tu mets une porte entre. Enfin, tu dis qu'il y a une salle de bain à un endroit, il y a une cuisine à un autre endroit, puis je mets une porte entre les deux. Enfin, du coup, il y a ce côté un petit peu, on veut que ça soit bien découplé, c'est-à-dire qu'il y ait un endroit, enfin une fonction en fait dans un endroit et puis que ça interagisse pas, enfin qu'il n'y ait pas en gros de contamination en quelque sorte. Tu parles aussi de testabilité, maintenabilité, tout ce qui est autour de un peu de faire bouger rapidement. Est-ce qu'il y a d'autres caractéristiques que tu identifies un peu d'une bonne architecture? Bah, vraiment, l'aspect qu'elle ne doit pas être figée. Enfin, tu vois, elle n'est pas gravée dans le marbre. Ça évolue en fonction des besoins. Ça évolue. Et surtout, elle n'est pas nécessairement identique dans tous les emplacements du logiciel. Tu vois, il y a des zones de complexité qui nécessiteront peut-être un type d'architecture précis et d'autres zones de complexité qui vont être beaucoup plus complexes et qui nécessiteront une architecture beaucoup plus découplée de l'infrastructure, par exemple, parce qu'il y a beaucoup de logique métier qu'on veut pouvoir tester sans embarquer l'infrastructure, tu vois. Mais si dans ton logiciel, à un moment, tu as juste par exemple, je sais pas, tu reçois des données d'un prestataire externe et toi, tu les renvoies juste dans un autre truc. Enfin, toi, tu fais juste passe-plat. Dans cette partie-là, tu n'as pas besoin de sortir l'artillerie lourde. Tu vois, c'est vraiment l'architecture s'adapte vraiment à la complexité du logiciel. Donc, du coup, c'est adaptable et c'est évolutif. Ça Ouais. dépend de comment ta complexité évolue. J'aime beaucoup parce qu'en fait, tu as ce côté un peu. Enfin, en fait, tu vois, souvent, l'architecture, quand on le voit de l'extérieur de mon monde, tu vois, il y a un côté un peu. C'est un peu overkill. Enfin, en fait, on va prendre plein de temps pour faire un truc très compliqué, mais qui n'est pas très pragmatique. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, tu dis non, justement, en fait, on va faire une architecture. Alors, on va se poser un petit peu au début, hein, ce que tu as dit, tu vois, pour mettre des bases un peu solides, mais on va pas y passer non plus 10 000 ans. En revanche, on va s'assurer que ça soit très, très évolutif, adaptable, ce qui fait qu'en fait, plutôt que de dire on va se préparer pour une complexité qui arrivera peut-être jamais, on va se dire on met le bon niveau initial et on s'assure que ça soit adaptable pour pouvoir s'adapter facilement au niveau de complexité si jamais il augmente. Ouais. Et en fait, c'est finalement l'essence du principe Yagni, You ain't gonna need it, qui a été un peu déformé avec le temps. Alors, peut-être qu'en fait, ça a été déformé dans la définition que je vais donner, je sais, mais j'ai cru comprendre que la définition originale, en fait, c'est de faire en sorte que tu puisses, enfin, ne pas faire le changement, enfin, ne pas implémenter quelque chose dont tu vas peut-être avoir besoin plus tard, mais en tout cas, te permettre de le faire. Et donc ça, ce que ça veut dire d'un point de vue architecture logicielle, c'est que ton architecture est suffisamment modulable, enfin modulaire, pour que si tu veux, tu puisses ajouter des choses sans avoir à le faire maintenant, parce que peut-être tu en auras besoin plus tard, tu vois. Oui. Et donc, beaucoup érigent un peu en étendard le principe Yagni en disant, ben voilà, l'architecture logicielle, ça sert à rien parce que Yagni, on n'aura peut-être pas besoin de tout ça, machin. Mais en fait, c'est pas ça le principe Yagni, c'est vraiment de faire en sorte que le changement puisse être possible si nécessaire. Et donc, potentiellement faire des choses pour permettre ce changement. Et sachant que ces choses à faire ne sont pas compliquées, hein. C'est toujours la même chose, techniquement parlant. Et une fois qu'on a compris, l'avantage, c'est que ça crée un framework en fait mental. Et du coup, ça nous définit des heuristiques mentales simples pour savoir, OK, là, je rencontre telle problématique. Donc, qu'est-ce que je peux mettre en place? Bah, comme ça, comme ça, comme ça. Et ça permet de créer vraiment un modèle mental dans lequel tu peux te mettre pour, pour avancer plus vite. Et pas te dire, attends, mais ça, je mets ça là, je mets ça là, je mets ça là. Et ça te permet aussi de pouvoir faire des compromis de façon purement réfléchie. En te disant, là, je sais que je fais tel compromis. Et tu n'es pas en train de dire, oui, non, mais dans la théorie, il faut faire comme ça, parce que ceci, parce que cela. Et là, tu sais que tu ne le fais pas comme ça. Tu sais que potentiellement, ça peut poser tel problème. Mais tu sais aussi, si ce problème arrive, tu sauras comment le gérer. Et ça, c'est important aussi. C'est pour ça que ça ne sert à rien tout le temps de vouloir, de vouloir faire tout d'un coup, tu vois, avec une. Et du coup,
pour le coup, rajouter une complexité accidentelle importante. La complexité, en fait, accidentelle, elle s'oppose à la complexité essentielle, enfin, elle a plusieurs noms. La complexité essentielle, c'est la complexité inhérente au projet, au logiciel, au produit, quoi. C'est-à-dire les différentes règles métiers, les différents cas d'utilisation, etc. Et la complexité accidentelle, c'est la complexité purement technique introduite par les devs dans le code, en fait. Ouais. Et tout l'objectif, en fait, pour arriver à développer de meilleurs logiciels plus rapidement, c'est de maîtriser cette complexité accidentelle pour qu'elle reste à un niveau acceptable par rapport à la complexité essentielle et surtout qu'elle nous permette de pouvoir, augmenter la complexité essentielle sans que ça fasse augmenter la complexité accidentelle. Oui, parce que Chose qui ne se passe pas quand tu n'as pas d'architecture logicielle. Quand tu veux augmenter la complexité de ton application, donc c'est-à-dire rajouter des features ou modifier des fonctionnalités. Donc toi, tu as une courbe comme ça, mettons, qui est de rajout de fonctionnalités. Et ben, ta courbe de complexité accidentelle, donc en gros, la galère que vont avoir les devs à implémenter cette fonctionnalité-là, elle va augmenter de façon exponentielle par rapport Alors qu'au contraire, quand tu as une bonne architecture, au tout début, tu vas avoir peut-être une complexité accidentelle qui est légèrement plus élevée que si tu avais fait tout à l'arrache. Mais à mesure que tes fonctionnalités augmentent, ta complexité, elle tend vers une asymptote, quoi. Parce que finalement, elle reste. Après, t'as pas besoin de rajouter énormément de choses, ça se fait beaucoup plus facilement et c'est beaucoup plus efficace. Ouais, Plus pérenne. ouais, tout à fait. Ouais, c'est un peu une enfin, mais j'aime bien du coup ce que tu dis sur accidentel essentiel aussi parce que ça renvoie à ce que tu disais sur en fait l'architecture, soit on l'a choisie, soit on l'a subie. Et Ouais, donc c'est un peu pareil en fait la complexité que tu vas vivre en créant des logiciels. Bon, il faut pas rêver. De toute façon, c'est compliqué de faire des logiciels, donc tu as de la tout à fait. complexité Ouais. inhérente à ça. Mais en revanche, tu peux essayer de limiter la part de complexité qui va se créer toute seule, qui va se nourrir et Mm. comme tu dis avec des effets exponentiels, essayer de limiter ça. Ouais, j'aime beaucoup. Enfin, et en plus, bon, tu vois, moi, ça résonne beaucoup parce qu'en tant que product manager, mon but, c'est effectivement, c'est de livrer vite des choses, apporter de la valeur. C'est ce que dit Céline en parlant Bien d'MVP en sûr. commentaire, c'est tout à fait vrai. Alors, Pierre, du coup, ouais, un point enfin, en fait, je trouve que là, c'est très clair. En fait, on voit bien ce que c'est, on voit bien aussi pourquoi c'est important. Une question que je me pose qui est pas évidente, c'est qui doit se charger de ça? Est-ce que c'est. Alors, évidemment, j'imagine les développeurs, ils ont largement leur mot à dire dessus. C'est eux qui, quand même, sont les artisans de ça. Mais est-ce que tu as d'autres gens? Est-ce que, je sais pas, les products, ils ont leur mot à dire? Est-ce que les UX designers, ils ont vocation un peu à échanger là-dessus? Et puis, au-delà de ça, enfin, au-delà de qui contribue, qui a le dernier mot, en fait, sur quelle est l'implémentation de l'architecture? Est-ce qu'il faut des architectes, en fait, concrètement, dans toutes les équipes produits, dans toutes les équipes de dev pour prendre ces décisions-là? Alors, réponse rapide, le poste d'architecte ne devrait pas exister. Et, réponse plus longue, normalement, c'est censé faire partie intégrante de ce que doit savoir un dev. L'architecture logicielle. C'est parce que c'est comme si tu demandais à un maçon de faire de construire une maison alors qu'il ne sait pas du tout, il ne connaît rien du tout par rapport aux fondations, à comment ça doit tenir, machin. Enfin bref, ce genre de choses. Et en fait, pour répondre à ton autre question sur qui doit prendre en charge, etc., tout ça, en fait, c'est vraiment un travail d'équipe. Dans le product, enfin, de manière générale, alors je connais pas bien les termes, tu connais mieux que moi, il y a la discoverability et enfin, je sais La plus quoi. ouais, c'est ça, et après tu délivres. D'abord, tu fais un Voilà. petit Et en délivre. fait, tout ça doit être un cycle, discoverability et deliverability, je sais pas quoi. Enfin, les deux, c'est un cycle en fait continu quoi, qui doit se faire en permanence. Et c'est lié en fait à la nature inhérente de ce qu'est un logiciel, c'est-à-dire que c'est exploratoire, c'est une démarche exploratoire. On apprend en fait au fur et à mesure qu'on avance. On apprend au fur et à mesure qu'on avance. Et du coup, comme le dit très bien Dave Farley dans son dernier livre, La Modern Software Engineering, que je conseille même aux gens qui font du produit parce qu'il y a des passages très très bien là-dedans. Il dit, du coup, finalement, l'équipe doit devenir quelque part expert en apprentissage. On doit apprendre à apprendre, on doit apprendre le plus vite possible. Est-ce que ça marche, est-ce que ça marche pas? On doit apprendre des utilisateurs, on doit apprendre sur les fonctionnalités, etc. Donc ça c'est à la fois le produit et à la fois les devs. Et, et du coup, pour se permettre d'apprendre vite,
on doit se permettre de pouvoir gérer la complexité donc, de notre application de façon efficace. Donc, on doit aussi devenir expert en gestion de la complexité. Et donc, c'est pour ça que toute la partie exploratoire, voire carrément presque une approche un peu scientifique de on fait des tests, on regarde si ça marche pas, on regarde les datas par rapport aux utilisateurs, est-ce que voilà, enfin, c'est une approche vraiment un peu lean, un peu comme ça. Et ben tout ça, en fait, ça marche mieux si tout le monde est embarqué dans le même bateau, donc le produit, donc product manager, product owner, etc. Les devs, parce que de par l'architecture logicielle, ça permet de tester des choses rapidement, d'aller vite, sans introduire de bugs quand on veut tester des trucs, voilà. Et donc ça, c'est toute l'équipe quoi, hein, qui doit être impliquée en permanence. Par contre, au même titre que ça implique que les produits soient très au fait de ces choses-là et ne soient pas dans un water scrumfall déguisé, ce genre de choses, ça implique aussi que les devs aient une excellence technique. Et en fait, on peut pas imposer à tous les devs de s'intéresser à l'architecture logicielle, à la cleanarchie, aux tests, au TDD, etc. Ça devrait, mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Tu as des devs qui sont là parce que ce n'est pas forcément une passion, parce qu'ils ont voilà, une famille à nourrir et puis ils se contentent de faire ce qu'on leur demande sans forcément se dire attends, je vais essayer de réfléchir. Voilà. Et c'est devenu presque une fatalité. Oui, il y a des bugs, bah, c'est pas grave, je les remplace, je les fixe, ça me fait du boulot et puis voilà, tant mieux. Et, voilà. Et ça, tu peux rien y faire. C'est pas, voilà. Après, c'est le Ouais, moment de l'équipe quoi, que c'est important. ça me rappelle un peu, j'avais vu un post passer une fois de quelqu'un, c'est peut-être toi, c'est peut-être Michael Azerrad qui disait en fait, tu peux pas attendre des gens que ils se lisent des bouquins tous les jours Ouais, bien pour sûr. poser, qui bossent un peu le soir parce que ça leur plaît. Enfin, tu peux pas attendre de tout le monde ça, effectivement. Et Ça donc, demanderait l'apprendre à l'école, mais c'est pas le cas. oui, Alors oui. aujourd'hui, je sais pas si c'est le cas, mais Et alors, attends, avant de. Là, j'aime bien, on commence vraiment à toucher, je trouve, du doigt un peu comment on le met en place. Tu as déjà ouais. donné des bribes, tu vois, sur en fait, il faut qu'il y ait un socle de minimum de connaissances, à la fois côté technique, puis aussi, il faut sensibiliser le reste de l'équipe. Juste, il y a un point qui est intéressant, du coup, alors c'est un commentaire assez long, je sais pas si je vais réussir à tout le mettre à l'écran, mais ah, bah si, j'ai réussi. Du coup, alors, c'est un point un peu sensible, mais du coup, qui a un peu trait à la culture française, où en fait, globalement, on a tendance à pas assez mettre en valeur les développeurs. Et donc, du coup, en fait, un peu à dire, bah, vous êtes là pour écrire du code, pas pour faire de l'architecture, pas pour faire des sujets stratégiques macro. Est-ce que c'est un point avec lequel tu es d'accord? Est-ce que voilà, tu le valides ou est-ce que justement tu le nuances parce que c'est pas complètement vrai? Non, c'est totalement vrai. Et encore plus dans les grands groupes. Dans les grands groupes, tu as souvent un département produit et un département tech à côté. Et les techs sont clairement considérés comme bah, les techniciens et du coup, qui doivent juste exécuter une série de spécifications de plusieurs pages qu'ils reçoivent et puis basta, quoi. Dans certains grands groupes, ça fonctionne comme ça. Et donc, ça prouve bien que l'ingénierie, enfin, que l'ingénierie logicielle n'est pas considérée comme de l'ingénierie à ce moment-là, mais vraiment comme de la technique pure et dure, quoi. Alors qu'il y a un vrai travail d'ingénierie au sens vraiment propre du terme, c'est-à-dire d'exploration, d'essais, erreurs, voilà. C'est un job aussi très créatif, hein, je trouve. Moi, il y a vraiment un côté, tu vois, Oui, en fait, complètement. tu vas essayer d'aller, enfin, tu vois, tu vas essayer de trouver des solutions à des problèmes un peu complexes de manière très créative. Moi, c'est pour ça que j'aime bien tout ce qui est artisanat logiciel, craftsmanship, parce que tu retrouves un peu ce côté un peu créatif, en fait. Derrière, c'est pas purement un truc d'exécution, en fait. Tu as aussi un moment où tu dois te poser, puis réfléchir et trouver des solutions un peu à des problèmes complexes, donc des Ouais, solutions qui complètement. sont Ouais. pas évidentes. En fait, le pire, c'est quand le product owner ou le product manager devient le responsable, entre guillemets, de l'équipe. Tu vois, qu'il devient presque le chef. Ah, là, ça prouve que l'équipe a rien compris, quoi. Ouais, c'est un anti-pattern moi, que je vois en fait souvent, enfin un anti-pattern, c'est une mauvaise pratique Ouais. où en fait on va dire comme il y a manager, en fait on croit que comme il y a manager dans le terme Mhm. product manager, en fait ça veut dire qu'il manage l'équipe. En fait, il va manager peut-être le produit, mais pas tout seul. Et, Ouais. ouais, certainement pas les développeurs. Et effectivement, c'est une situation qui crée de la frustration qui est pas efficace. Ouais, tout à fait. D'accord. Mais non, mais c'est vrai que voilà. Et en fait, il y a aussi un truc qui a fait beaucoup de mal. euh, c'est la mécompréhension de l'agilité et le fait de dire il faut absolument pas parce qu'il faut absolument pas designer en amont un logiciel, c'est-à-dire le concevoir en amont, etc. Et donc c'est ce qu'on appelait le big upfront design.
qui était très à la mode, voilà, en temps du waterfall, où en gros, tu avais des specs dans tous les sens, et ensuite tu passais 1 mois, 2 mois, 3 mois à designer à fond ton code et tout. Même nous, on apprenait hein, en classe, en cours dans l'école d'ingé, à faire des beaux schémas MCD, machin truc là de base de données avec toutes les relations, les machins et tout. Enfin bref. Et, euh, et en fait, quand l'agilité est arrivée et qu'elle a tout de suite été assez galvaudée, on s'est dit, bon, bah, du coup, plus de design du tout, quoi. Parce que il faut, c'est une mauvaise pratique et tout. Mais en fait, non, enfin, c'est pas, il n'y a rien de pire que pas de design du tout. En fait, c'est très sain et c'est même ce qu'il faut faire, se poser quelques heures avec les collègues, avec le produit, machin, et se dire, OK, qu'est-ce qu'on construit essayer de faire un peu une compréhension globale pour que tout le monde soit sur la même page, pour que tout le monde comprenne exactement de quoi on parle, et puis commencer à concevoir un peu le logiciel, quoi. Il y a des outils aujourd'hui qui permettent de faire ce genre de choses, qui sont très adaptés. Tu as le BDD, quoi, le Behavior Driven Design, euh, Development Design, je ne sais même plus, tu vois, tellement je n'utilise jamais ce terme, qui permet de mettre en place des ateliers comme tel l'example mapping sur les features pour vraiment être en raccord avec le produit, les devs, que les devs comprennent bien ce que veut le produit, parce que, in fine, c'est ce que les devs ont compris hein, qui arrive en production. Donc, s'il y a des quiproquos au début, et plus les quiproquos sont cassés tôt dans la chaîne, moins ça coûte, enfin, mieux c'est, parce que sinon, plus c'est tard, plus ça coûte cher à régler, à réparer, et voilà. Donc, le plus tôt tu le trouves, le mieux, quoi. Ouais, donc là on va vraiment rentrer, je pense, dans un peu les très bonnes, enfin, les bonnes pratiques, un peu les grandes théories sur le sujet. Donc là, notamment tout ce qui est domaine driven design hein, qui commence à prendre un peu. Le BDD, du coup, je vous ai mis des liens, behavior driven development, hyper intéressant aussi, vraiment à la regarder globalement. Tout ça, c'est des pratiques dont le but est de faire parler en fait tout le monde. En fait, que ne pas cloisonner la communication entre les développeurs et les utilisateurs de manière assez simple. Juste une dernière question là-dessus, Pierre. Il y a pas mal de points. Enfin, moi, en tant que product, hein, je vois qu'il y a beaucoup de développeurs qui sont assez frustrés euh, parce que en fait, les product managers du coup, sont des gestionnaires un peu de projet, leur donnent des deadlines, ça marche pas bien. C'est quoi pour toi les bonnes manières enfin voilà, si t'es développeur et que ton product owner manager il est relou comme ça, comment tu fais pour le gérer? Tu as des idées, tu as des tips, tu as des expériences là-dessus qui t'ont permis de gérer ces situations? Je pars. Non, en vrai, c'est difficile. Surtout encore, enfin, tu vois, il y a encore, je sais pas, 2 ans, peut-être avant le Covid, je t'aurais dit, bah, franchement, je pars et 2 semaines après, j'ai une nouvelle mission et basta, tu vois. Ou même quand tu es en CDI, tu retrouves facilement et tout. Aujourd'hui, ça se tend un peu plus. Donc, je serais moins, je serais moins franc, enfin, à dire je me casse. Mais en gros, le problème, c'est qu'il y a un moment, tu mets ta santé mentale en jeu, quoi. Et c'est là où c'est compliqué. Parce que si tu fais face à un manager qui veut rien savoir et qui de toute façon veut faire comme il veut et tout, tu peux rien faire. Tu peux rien faire. Tu as les pieds et mains liés, tu ne peux rien faire. Donc, si le manager, il a toujours fait comme ça, mais il est de bonne foi pour apprendre et tout, moi, ça m'est arrivé. Hein, j'ai déjà bossé avec des product owners qui faisaient un peu à l'ancienne, avec des trucs de spec et tout, tu sais, qu'ils étaient dans son coin tout seul et tout. Et tout le monde un peu côté dev disait ah voilà c'est à l'ancienne, c'est de la merde, de toute façon si le produit c'est de la merde c'est de sa faute, machin, ce genre de trucs. Et en fait personne n'est allé lui dire mais on peut faire autrement si tu veux, tu vois, on peut mettre en place des ateliers, parce qu'en fait il galérait, tu vois, dans son coin tout seul. Oui, bien sûr. Et potentiellement certains sont tout à fait euh, ont tout à fait envie, enfin sont ouverts en tout cas à recevoir une aide tant qu'elle n'est pas déguisée en attaque personnelle, tu vois. Ouais, donc j'aime bien, ouais, mais je pense que c'est des bons conseils. En fait, on va dire, bon, il y a un premier point que tu as dit, alors tu l'as dit un peu de manière brute, enfin, franche et brutale, d'un peu partir, mais bon, le premier truc, c'est qu'effectivement, si dans un environnement de travail où en fait c'est manifestement beaucoup de mauvaise volonté, ça fonctionne pas, à un moment, il faut pas se mettre en danger à cause de ça, faut pas tomber malade à cause de ça c'est évident, c'est important de le savoir. Ensuite, du coup, comme tu dis un peu, deuxième point, c'est que en fait, si tu es face à des gens qui sont prêts à apprendre, qui sont assez rationnels là-dessus, en fait, tu vas réussir à les convaincre potentiellement, donc faut pas hésiter à le faire. Et donc un peu le troisième point, c'est en fait d'essayer de communiquer d'abord. C'était Céline hein, qui a monté, non Anaïs Ouais, qui a ouais, monté. c'est ça. En fait, bon, c'est vrai que parfois il y a un peu des situations paradoxales où en fait les deux parties, les deux personnes sont pas contentes de la situation et en Mm. fait
en fait, elles n'osent pas changer parce qu'elles pensent que l'autre personne est contente. Donc, en gros, c'est Ouais, le PO, il fait des specs parce qu'il se dit les développeurs aiment les specs. Les devs se disent on va pas lui dire qu'on n'aime pas les specs parce qu'en fait, on pense qu'il aime faire les specs. Et puis, en fait, si jamais juste les deux se disaient en fait, on n'aime pas les specs, bah, en gros, ils arriveraient très facilement à. Enfin, juste en parlant, en fait, ils arriveraient à dénouer la situation parce que tout le monde est en fait d'accord sur le fond. ouais, Moi, puis j'aime après, faut aussi voir sur quoi est jugé le product owner lui-même au-dessus. Tu Oui, vois, tout à fait. si on lui fixe à lui aussi des trucs à la con, bah, ça va être compliqué. Alors que si on lui demande plutôt, je sais pas, si sa métrique, c'est par exemple le fait que ça doit être livré régulièrement, je sais pas, le fait qu'il y ait des fonctionnalités qui sont ajoutées, enfin, ce genre de trucs, eh ben, on va dans son sens, finalement. Si, Oui. l'idée, c'est de faire en sorte d'aller dans le sens de ses propres objectifs à lui, qui, si l'entreprise est pas trop bête, sont censés être communs à tout le monde. Mais bon, malheureusement, c'est souvent pas le cas. Et dans les grandes entreprises, parfois, tu as souvent des gens qui sont mis là. C'est un peu le principe de Peter. Tu arrives à ton plus haut niveau d'incompétence. Voilà, c'est tiré d'un bouquin un peu humoristique, mais Alors, qui est voilà, qui dit qu'en gros, quand tu peux plus évoluer, tu stagnes et du coup, tu finis par être à ton plus grand niveau d'incompétence parce que tu n'es pas assez bon pour évoluer au poste d'après. Euh, voilà, bon, c'est dit de façon sous la boutade dans le bouquin, mais en gros, le problème, c'est que tu as beaucoup de personnes qui vont être un peu planquées dans ces trucs-là, qui vont avoir peur pour leurs fesses, et du coup, ça va être du 100% politique, et du coup, tu ne pourras rien faire. ouais, Et ce que là, la santé mentale est en jeu, et c'est là qu'il faut faire attention, parce qu'il y a beaucoup de... Et je dirais même que la santé mentale est encore plus en jeu chez les gens qui veulent bien faire dans les devs. Et c'est là où il y a beaucoup de frustration qui naît dans les devs qui, justement, se forment, tu vois, à tout ce qui est bonne pratique, architecture logicielle, etc., et qui se prennent des murs et se voient, en fait, être considérés comme de moins bons développeurs, pour peu que ça veuille dire quelque chose, mais de moins bons développeurs que ceux qui font juste pisser du code. Euh, Parce qu'en fait, ça correspond malheureusement à un état plus global et que, en gros, les boîtes, elles s'en foutent de lâcher des millions par la fenêtre parce qu'elles doivent répondre elles-mêmes à des problématiques et qu'au final, il n'y a que des gens planqués un peu partout et qu'ils ont peur pour leurs fesses et ça devient juste politique. Et là, tu peux rien faire. Et, ouais, et là, faut ce partir, sera quoi. Alors, du coup, là, si on se met, ouais, tu as déjà donné pas mal d'éléments, enfin beaucoup d'éléments. Et d'ailleurs, merci beaucoup hein, sur voilà, comment mettre en place, voilà, comment on peut avancer. Mais vraiment, si on essaye de se définir peut-être c'est quoi les doctrines, les théories, les pratiques à mettre en place au début pour aller vers une architecture qui soit meilleure, de meilleure qualité. Tu as parlé donc de BDD, un peu de DDD. Ce serait quoi, tu vois, pour toi, je sais pas, les deux, trois premières pratiques les plus importantes que tu mettrais en place, que toi tu sais de mettre en place personnellement, que tu mettrais en place si tu arrives dans une organisation pour les aider à produire une bonne architecture? Alors, tout dépend de l'état du projet. Si le projet n'est pas encore démarré, enfin, on est vraiment dans un greenfield project et tout, donc là, j'essaie de mettre en place tout de suite des ateliers, voilà, sans trop les nommer, parce qu'en fait, quand tu commences à nommer les ateliers, genre, allez, venez, on va faire du DDD, puis on va faire du TDD, puis on va faire du BDD, puis on va faire de la cleanarchy, machin, etc. Tu es tout de suite catalogué comme rat de laboratoire, enfin, comme rat de bibliothèque. T'es genre, oh, ça, c'est un mec qui passe son temps dans les bouquins. Donc, du coup, ça va être un mec qui va nous faire chier sur la théorie, mais qui n'a pas les mains dans le cambouis et qui, au final, voilà. Donc, je n'aborde pas le nom des pratiques. Je fais juste des ateliers, par exemple, donc de l'example mapping avec les gens, des ateliers parfois d'event storming. Donc, ça, c'est plus pour essayer d'avoir une vision complète du processus. Voilà, mais je ne les nomme pas forcément tout de suite, en tout cas. Et c'est une fois qu'il y a des résultats, enfin que les gens y adhèrent et tout, que je peux expliquer la démarche en disant voilà, donc ça fait partie de telle démarche. Mais en gros, à chaque fois, ce que je dis, c'est que c'est juste du bon sens en fait, hein. C'est des ateliers de bon sens à essayer de faire en sorte que les gens comprennent ce qu'on fait et qu'on soit tous sur la même longueur d'onde. Est-ce que Et tu peux voilà. donner un exemple un petit peu du coup, tu as parlé d'example mapping et Ouais. d'event storming. Est-ce que tu peux donner juste un exemple de, ça serait quoi, comment ça se passerait sur un cas d'usage tout simple, je sais pas, enfin voilà, un À site web. l'exemple mapping, typiquement, déjà, le premier truc qui va surprendre généralement au début, c'est, je vais dire, bah, les gars, on se concentre sur cette fonctionnalité-là, on prend, je sais pas, une demi-heure, on a cette fonctionnalité-là, cette user story, euh, et on va en discuter pendant une demi-heure et on va essayer de trouver des exemples tous ensemble. Et je veux qu'il y ait le product owner, un responsable business si possible, mais souvent c'est le product owner qui fait office de proxy entre voilà, les devs, enfin au moins deux ou trois devs pour avoir le plus de gens possible. Un QA s'il y en a, parce que les QA ils sont forts pour réfléchir aux cas un peu tordus Ouais. et de réfléchir ensemble en fait à la fonctionnalité, à ce qu'elle veut dire, à trouver des exemples, à trouver des choses comme ça. Et ça permet en une demi-heure finalement d'avoir une connaissance partagée sur ce qu'on veut faire et d'en définir après
pour les techs des critères d'acceptation pour les tests et ce genre de choses. Donc, c'est vraiment tout bénef. Et en fait, c'est juste discuter, quoi. Et c'est des ateliers qui sont très rapides à faire et qui ont un excellent retour sur investissement parce que tout le monde participe et tout le monde comprend mieux de quoi on parle. Ouais, Et ça paraît bête, hein, mais en vrai, il y a énormément de projets, enfin, pour pas dire une très grande majorité, où ça consiste à ta journée de dev à arriver, à ouvrir ton board Trello, Jira ou Codecase, à lire une user story et à ne rien comprendre au ticket, quoi. À dire, mais c'est quoi cette ouais. fonctionnalité? Qu'est-ce que ça fait? À qui je dois parler? Enfin, ça, c'est le lot commun de beaucoup de devs, voilà. Et ça, c'est juste aberrant. Enfin, tu vois, quand on y réfléchit, c'est complètement aberrant. Et c'est malheureusement le lot commun de beaucoup de gens. Donc Ouais, voilà, donc, pour mettre oui, en place cette pratique-là dans un nouveau projet, c'est comme ça que je ferais. Et après, dans un projet qui est déjà entamé, ouais, le truc à ne surtout pas faire, c'est dire, bon, on va faire comme ça, comme ça, comme ça. Ça marche pas parce qu'il y a la résistance au changement, voilà, c'est compliqué. Ce qu'il faut faire, c'est toujours partir de la douleur en fait que ressent l'équipe. Si l'équipe te dit, nous, on n'a pas de problème, on s'en fiche, on a deux, trois bugs, mais ça ne nous pose pas de soucis, ça sert à rien. Parce que l'équipe se contente de ça, c'est qu'elle a pas de, elle s'en fiche de faire mieux et tout. Tu vas juste pédaler dans la semoule et ça sert à rien, il y aura pas d'intérêt. Par contre, en fonction de ce que va dire l'équipe, du style, ouais, c'est frustrant parce qu'on passe nos journées à réparer des bugs, ou alors quand on fait une nouvelle fonctionnalité, et ben tout de suite, finalement, ça pète d'autres trucs à droite à gauche, du coup, on a peur de toucher au code. Enfin, ça, c'est par contre des signaux très forts de frustration sur lesquels tu peux avancer pour mettre en place petit à petit une meilleure architecture pour ajouter ajouter de la sérénité, etc. Mais ça, c'est de façon très évolutive, petit à petit. Tu vois, c'est pas un grand chamboulement d'un coup, c'est vraiment, on va faire ouais, bien sûr. quelques zones dans l'application qui posent le plus de problèmes. Il y a des méthodes qui permettent de voir concrètement dans le code quels sont les endroits les plus sensibles, qui sont le plus souvent touchés et qui mènent le plus au plus de problèmes. Du coup, c'est des bonnes zones à cibler dans un premier temps. Et voilà, faire les choses petit à petit et tout. Et puis ne pas tomber dans le piège de se dire, ah, mais vas-y, on va refaire tout super clean parce que ça, c'est super crade, machin et tout, tu vois. S'il y a une partie du code qui est dégueulasse, qui est vraiment horrible, mais qu'en fait, ça marche et que ça fait 1 an que personne n'y a touché, bah, on n'y touche pas. Enfin, voilà, c'est pas grave. Ouais. C'est pas le, c'est pas le plus important. Ouais, Et j'aime beaucoup. Enfin, je trouve ça très pragmatique. Et puis en plus, ça fait partie des principes un peu de base de conduite du changement. En fait, c'est que si la douleur, s'il n'y a pas une conscience qu'il y a besoin d'un changement, en fait, c'est très très dur d'introduire ce changement lui-même. Enfin, c'est-à-dire que voilà, si les gens, le truc fonctionne comme tu dis, enfin, on va pas le faire juste pour le plaisir de le faire. En fait, si ça crée pas de problème, ça ouais. manque de pragmatisme, on va peut-être pas le faire. Alors, attends, du coup, Pierre, mais alors, hyper intéressant. Alors, si on prend un exemple vraiment, tu vois, donc je sais pas, tu as une fonctionnalité qu'on veut, enfin voilà, une fonctionnalité existante en fait, qui est pas bien foutue, enfin voilà, mais pour le coup là, ça crée de la douleur. Comment tu fais du coup pour la changer? Comment tu fais pour l'améliorer, pour la faire évoluer? Alors, tu as plusieurs outils, tu as plusieurs méthodes, techniquement parlant, pour le faire. Mais moi, ce que je commencerais par faire dans ces cas-là, c'est de rajouter, alors si possible, hein, un test de très haut niveau, tu vois, vraiment un test end-to-end, voilà, qui permet de tester, par exemple, si c'est sur un site web, tu vois, tu ouvres un browser, tu sais, as des outils d'automation qui ouvrent un browser, qui cliquent un peu et tout. C'est des tests que je fais très, très, très rarement, voire jamais, dans des projets Greenfield, parce que tu n'as pas forcément moins la nécessité. Mais tu as besoin de ce filet de sécurité-là quand tu bosses sur une fonctionnalité qui ne doit pas changer d'un point de vue externe pour l'utilisateur, mais qui en interne doit changer parce que c'est le bordel et qu'il y a toujours des bugs, etc. Au moins, tu as ce filet de sécurité qui te l'assure. Et après, tu peux commencer à retravailler ta fonctionnalité petit à petit, par petites étapes, voilà, avec toutes les méthodes, notamment qui peuvent être citées dans le bouquin Working with Legacy Code de Michael Fevers ou Refactoring de Martin Fowler, qui a été cité tout à l'heure, notamment. Donc ça, c'est pour une fonctionnalité qui pourrait poser problème, enfin quand tu vois qu'il pose problème. Et souvent, ce que je vois aussi, c'est on veut acheter une fonctionnalité et elle est trop grosse tout de suite.
Et les ateliers de type example mapping, donc là, même que tu peux faire après, même dans un projet qui est déjà commencé, qui est déjà entamé et tout, tu peux faire un atelier d'example mapping sur une feature. Et en fait, en discutant avec l'équipe, on se rend compte que c'est trop gros, qu'il y a trop de trucs, et donc on va la découper tous ensemble. Et on va essayer de livrer quelque chose le plus rapidement possible, si possible dans la journée, mais si le projet est vraiment trop en dette technique importante, ça va être compliqué. Mais en tout cas, essayer de livrer quelque chose rapidement qui sera une version un peu édulcorée de la fonctionnalité ou peut-être une version cachée, tu vois, sur certains utilisateurs et tout, mais qui permettent de faire avancer l'architecture au fur et à mesure et ne pas avoir à faire un gros Big Bang, même sur une seule fonctionnalité d'un coup, quoi. Et vraiment d'avancer par petits pas, comme ça, pour avoir du feedback le plus rapidement possible. C'est toujours le plus important. Ouais, j'aime beaucoup cette logique un peu de découper pour apporter de la valeur rapidement et en plus ça devient moins complexe à côté. Alors attends, il y a une question de Reda du coup alors moi j'ai pas parfaitement compris qui demande si ce que tu viens d'expliquer c'est la mise en place du Golden Master. Alors, je sais pas si tu connais Golden Oui, Master. c'est des techniques de refactoring, effectivement, qui existent pour gérer du code legacy. Enfin, il y a plein de méthodes qui existent de ce style-là. Effectivement, ça en fait partie, un Golden Master. Il me semble que c'est Martin Fowler qui a en premier parlé de cette méthode. Je suis pas sûr de ce que je dis, il faudra vérifier. Mais oui, voilà, ça fait partie des outils qu'on peut utiliser pour petit à petit remplacer, une fonctionnalité qui a trop de dettes techniques, un code qui a trop de dettes techniques par un meilleur code, par étape de refactoring successive, quoi. Ok, très clair. Merci beaucoup, Pierre. Alors, du coup, là, on touche bientôt à la fin. Donc, je vous renvoie dans les commentaires, du coup, tous les trucs pour suivre Pierre. Donc, son compte LinkedIn, sa newsletter. J'ai mis les miens aussi également, si jamais vous n'avez jamais pu jeter un œil à ça. On peut peut-être prendre peut-être une dernière question, s'il y en a une. Je remonte un Ouais, peu. moi, j'aimerais bien revenir sur ce que dit Stéphane. Ouais, Et lancer quelques commentaires, c'est trois commentaires, 3-4 commentaires plus haut, au-dessus de celui de Reda. ok. Il dit, puis on introduit la bureaucratie, enfin, tu vois ce Ouais, commentaire. voilà. Ouais. Et ça, c'est très, très juste parce que, en fait, à la base, si je caricature un petit peu, la user story idéale, c'est un gribouillis sur un post-it qui est posé qui est posé sur un bureau, un truc comme ça, le temps d'en discuter, et d'en définir, du coup, d'en faire découler des tâches, et après, c'est poubelle, quoi. Tu vois, à la base, c'est juste censé être un truc qui permet la discussion. Donc, il y a des patterns qui existent, le type en tant que machin, je veux truc, mucha, ça permet de formaliser la pensée sur une user story, mais c'est pas ce qui doit finir dans ton ticket Jira ou dans ton ticket Trello, tu vois, ça n'a pas de sens. C'est juste un truc qui permet de discuter, en fait. Et après, en découle des tâches qu'on définit ensemble, et voilà. Et si tu as un outil qui te permet de relier toutes ces tâches à la user story, juste pour des raisons de communication après, pour ça, ah, ok, c'était lié à tel truc et tout, ok, mais d'avoir sur le truc, ça sert à rien. Et après, tu as des personnes qui vont justement introduire toute cette bureaucratie en définissant des trucs très précis et tout, et parfois ça devient une galère. Pour juste, par exemple, je sais pas, tu veux faire un truc, tu vas avoir des user stories du style en tant que base de données, je veux être plus rapide pour. Enfin, ça n'a pas de sens, tu vois, c'est ridicule. C'est vraiment. Moi, j'ai envie de dire, le plus important, la seule métrique qui importe, c'est les feedbacks utilisateurs, et donc ce que tu as livré le plus fréquemment possible. Et du coup, si tu as bien compris ce que tu as livré par rapport à ce qui est attendu du produit. Derrière, si tu as juste une liste de tâches sur un Trello, ben, très bien, tu vois, c'est très bien. T'as pas besoin de faire tout un truc avec des épiques, des machins, des bidules. Enfin, si ça ajoute de la lourdeur pour rien, c'est pas nécessaire. Si ça permet de mieux organiser l'équipe, que l'équipe comprend bien comme ça et tout, pas de problème. Mais souvent, ça crée juste des hiérarchies en plus dans tous les sens et tout. Et au final, les product owners, ils passent leur journée à rédiger dans leur coin des épiques, des machins, des trucs bidules, à remplir des roadmaps, machins qui servent à rien parce que 2 jours après, elles sont caduques. Enfin, ça sert à rien, c'est ridicule. Ouais, je te propose que ça soit le mot de la fin. Je trouve que c'est hyper clair et très, très important. Je suis complètement d'accord. Je te remercie beaucoup, Pierre. C'était hyper agréable, hyper content d'avoir pu avoir cet échange. J'ai appris plein de Un trucs. tout dernier point, 30 secondes rapidement, parce que souvent, un truc qu'on entend rapidement, qu'on entend souvent aussi, on a dû te le dire. Oui, mais moi, la roadmap, désolé, mais on me la demande. Toi, typiquement, j'ai bossé chez Eurosport. Il y a les JO l'année prochaine. Il y avait les JO à Tokyo, machin, et c'est Eurosport qui diffuse. Enfin, c'est Discovery, le groupe qui détient Eurosport, qui diffuse. Et donc, il y avait toute une roadmap à avoir pour plein de fonctionnalités, machin et tout. Ça, faut oublier.
les roadmaps avec des fonctionnalités précises et tout sur telle date, c'est impossible, il faut oublier. Enfin, c'est impossible à faire. Il faut promettre que de la valeur sera ajoutée, il faut définir effectivement ce vers quoi on veut tendre, et après l'affiner au fur et à mesure pour être sûr qu'il y ait de la valeur, et la plus importante pour nous, qui soit livrée à une date butoir qu'on ne peut pas repousser parce que c'est les JO. On ne peut pas dire, bah non, les gars, on n'est pas prêts à repousser les JO, mais pas avoir des roadmaps extrêmement précises parce que de toute façon, c'est du bullshit, ça ne sera jamais fait. C'est impossible. Ça évolue tout le temps, quoi. Ouais, je suis très Mais aligné, là encore, ça effectivement. dépend des gens qui sont au-dessus, qui eux-mêmes ont des trucs. Oui, mais on en a besoin parce qu'on doit rendre des comptes au grand chef, machin. Enfin, après, c'est du bullshit de A à Z. Mais ça, malheureusement, tu peux pas grand-chose, quoi, des fois. J'aime beaucoup. Ouais, bah, je suis complètement d'accord, Pierre. Bah, merci encore pour notre échange. Merci à tous Bah, ceux qui merci à étaient toi là. pour l'invitation. Merci à ceux Avec plaisir. qui ont posé des questions. Merci beaucoup à vous du coup de nous avoir été là avec nous du coup pendant cette heure du déj. Merci beaucoup. Du coup, on vous souhaite une très bonne journée en Yes. espérant que bah, voilà, que ça se passe bien, que vous n'ayez pas de problème de roadmap ou de trucs comme ça. Et puis bah ouais, bonne fin de Bonne semaine. journée à tous. Ouais. Bonne journée, salut. Ouais, ciao.